Alors, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci une fois encore de nous rejoindre pour cette nouvelle série de webinaires du Centre d'excellence iMind déployé en 2024. Et nous allons donc commencer cette nouvelle année avec la thématique de l'inclusion dans l'enseignement supérieur. Comme la plupart d'entre vous le savent, l'inclusion dans l'enseignement supérieur constitue un principe essentiel qui vise à assurer un accès équitable à l'éducation pour tous les adultes, quelles que soient leurs différences, leurs points forts et leurs besoins spécifiques. C'est non seulement une question de justice d'avoir accès à l'enseignement supérieur, mais aussi un impératif pour valoriser pleinement les talents et les contributions de chacun à la société. Parmi les groupes qui nécessitent une attention particulière à l'université figurent bien sûr les personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement, comme des troubles du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, mais aussi les troubles dyslexiques que l'on appelle les troubles 10 et d'autres encore. Aujourd'hui, leur nombre croissant à être admis à l'université souligne l'importance de répondre de manière plus adaptée à leurs besoins. Cependant, force est de constater que malgré les efforts déployés, l'enseignement supérieur peine parfois encore à fournir les ajustements nécessaires à ces personnes. Ces aménagements sont pourtant très importants pour que la réussite académique puisse permettre aux personnes porteuses de TND d'augmenter leur estime d'elles-mêmes. Alors face à ce constat, il est important de se demander pourquoi est-ce que cette situation persiste. Quels sont les nouveaux défis qui vont être rencontrés par les personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement lorsqu'elles vont évoluer dans l'enseignement supérieur et comment est-ce que l'on peut aujourd'hui, en 2024, faire évoluer les pratiques et les perceptions. Alors pour nous aider à répondre à ces questions et à débattre tous ensemble, nous avons fait appel à deux intervenants de choix. Tout d'abord, je suis ravie de vous présenter Alexandre Arbé, qui est enseignant-chercheur à l'Institut de physique des Deux Infinis de Lyon, et Michel Alouche, qui est responsable du CESAD Les Passementiers à l'hôpital du Vinatier et qui est très étroitement en partenariat avec le Centre d'excellence iMind. Avant de leur laisser la parole, quelques mots habituels sur le déroulement de ce webinaire. Vous allez assister tout d'abord à une présentation d'une trentaine de minutes des deux intervenants et ensuite suivra un temps d'échange. Pendant les présentations, merci de garder vos micros coupés pour éviter des effets sonores ou l'arsène. Si vous avez des questions pendant les présentations, nous vous demandons de les écrire dans le chat au fur et à mesure qui se situe en bas de votre écran Zoom ou de les poser à la fin des présentations. Pour finir, ce webinaire est enregistré et sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nos réseaux pour vous tenir au courant de notre actualité. Et juste pour information, mais je vous le rappellerai à la fin, notre prochain webinaire du Centre d'excellence iMind, que je co-animerai avec Sophie Biette de l'UNAPI, aura lieu le 26 avril sur les comportements des filles. À bientôt, bon débat et à tout à l'heure. Je te laisse te présenter, Alexandre. On va commencer comme ça. Donc, bonjour à tous, déjà. Merci pour l'invitation à participer au webinaire. Donc, je suis Alexandre Arbet. Je suis enseignant-chercheur, en particulier maître de conférence à l'Université Lyon 1 et je fais partie, pour ma recherche, du laboratoire de physique des Deux Infinis de Lyon. Donc, alors, me concernant, je suis touché par le TSA. Je présente moi-même des troubles. J'ai eu un diagnostic en fait très récent, il y a 2 ans, à 45 ans, donc diagnostic tardif. Dans cette discussion, je peux avoir une double casquette. D'un côté, le fait d'être enseignant-chercheur et de me retrouver donc lors de mes enseignements face à des personnes qui peuvent être neuroatypiques, avoir des spécificités.
Et d'autre part, avoir moi-même en fait suivi un parcours d'enseignement supérieur qui m'a mené jusqu'à ma carrière académique. Donc voilà pour cette présentation en quelques mots. Et je vais te laisser te présenter maintenant. Donc bonjour à tous. Moi aussi, je remercie professeur Dominique Caroline de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc je suis responsable du CESAD des Passementiers, structure médico-sociale de l'hôpital de Vinatier. Et la particularité de notre structure, c'est qu'on accueille que des jeunes avec un TSA sans handicap intellectuel ou avec un léger handicap intellectuel. Et la plupart de nos jeunes accueillis sont scolarisés. Notre mission principale, c'est donc l'inclusion et on travaille cette inclusion au niveau scolaire, professionnel et au sein de la société. Mais par rapport au webinaire d'aujourd'hui, voilà, cette question de l'inclusion dans l'enseignement supérieur est une mission que pratiquent tous les professionnels du CESAD. La particularité de notre CESAD, c'est que on est un CESAD qui peut accueillir des jeunes jusqu'à entre 15 et 25 ans. Donc, nous sommes vraiment dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité et de plus en plus dans l'accompagnement aux études supérieures. C'est une question qui comme disait Caroline, c'est des questionnements qui se mettent en place parce que on sait que l'école inclusive a été beaucoup pensée de l'enfance, on va dire, jusqu'à, on va dire, les écoles, les lycées. C'est vrai que la question de l'enseignement supérieur, elle vient juste se poser depuis quelques années. Et il y a des choses qui se mettent en place, mais la réalité sur le terrain, elle n'est pas encore, voilà, c'est encore un petit peu compliqué, mais les choses bougent. Et on va échanger justement avec Alexandre sur ces aspects-là. C'est vrai que quand on a commencé à préparer le webinaire avec Alexandre, on a pu constater différents points et différents points communs. Et on pourrait commencer par parler un petit peu de la méconnaissance voilà, des troubles du neurodéveloppement au sein des études supérieures, voilà, des personnes qui ne sont pas, on va dire, sensibilisées, voire formées à cette question-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on peut commencer par discuter de ça, oui, effectivement. Donc, en fait, je dirais que de manière générale, la connaissance donc des troubles du neurodéveloppement par, on va dire, les enseignants universitaires n'est pas très différente de celle de la société standard. C'est-à-dire, la connaissance est assez faible, de même que la connaissance en fait, de handicap invisible et de ce genre de choses qui n'est pas très clair en fait. Donc, ce qui est particulier quand on considère les enseignants-chercheurs, contrairement, on va dire, à des professeurs de lycée, de collège, etc., n'ont pas eu de formation spécifique à l'enseignement. Ça a été bien souvent un apprentissage pur le tas, avec parfois quelques ateliers pour améliorer en fait les qualités pédagogiques, etc. Mais il n'y a pas une formation vraiment spécifique donc à l'enseignement. Et en tant que tel, ça rend les choses peut-être un peu plus compliquées, puisque l'information, en fait, n'a jamais vraiment été amenée directement jusqu'aux enseignants-chercheurs. Donc, en fait, à quel type d'élèves on peut avoir affaire, à quel type de handicap on peut avoir affaire, à quel type d'atypisme on peut avoir affaire. Tout ça, en fait, il y a une méconnaissance, on va dire, quasiment complète, et on découvre sur le tas, justement, l'existence des difficultés. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent, on va dire, avant l'enseignement supérieur, parce que dans le cadre de l'école inclusive, voilà, les parcours commencent à être, on va dire, un peu balisés au niveau des personnes porteurs d'un TND et plus particulièrement de notre côté au CESAD, porteurs d'un TSA. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place, des aménagements, des équipes, ce qu'on appelle des équipes de suivi de scolarisation, ou avec un enseignant référent de l'éducation nationale, où on discute justement des particularités de l'autisme et des aménagements à mettre en place pour les personnes TSA. Et c'est vrai que nous, du coup, on profite de ces moments-là pour aussi aller justement
sensibiliser les équipes pédagogiques, voilà, pour que l'accompagnement soit au plus proche de la personne. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'une fois que nos jeunes rentrent dans les études supérieures, pour eux, c'est un grand saut. Ils en parlent comme ça aussi. C'est un grand saut. Déjà, on est dans une transition ado-adulte. Et les aménagements qui ont été mis en place auparavant ne sont plus, on va dire, vraiment inscrits, formalisés. C'est à eux-mêmes d'aller vers, on va dire, les missions handicap, les différentes personnes ressources pour exprimer leurs choix et leurs besoins. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a actuellement les universités, en particulier l'université Lyon 1 dont je peux parler puisque j'en fais partie, prend conscience en fait des difficultés qu'il peut y avoir et donc fait partie maintenant du réseau ATP Friendly, ce qui permet en fait, on va dire, d'avoir des journées un petit peu explicatives à destination du personnel sur justement la question des étudiants atypiques, en fait, au sens large. Pour le moment, on va dire que dans l'université, c'est quelque chose qui est très grand, qui a une partie, on va dire, personnel administratif, qui va gérer les inscriptions, les étudiants, qui est en même temps la mission handicap rentre un peu dans ce cadre qui est administratif. Et d'autre part, il y a les parties enseignement ou enseignement et recherche. Ces deux parties sont un peu disjointes en fait. Donc pour le moment, en fait, on va dire que l'éducation entre guillemets du personnel enseignant se fait sur une base de volontariat. Chacun est libre de venir ou non à ce qui est organisé sur la découverte de l'autisme, la découverte du TDAH, etc. Même s'il y a des séminaires, il y a absolument rien d'obligatoire en fait. Donc c'est vraiment là la difficulté. Alors alors, il y a quand même obligatoirement des discussions, puisque l'organisation doit se faire par l'intermédiaire de personnes qui sont un peu entre les deux mondes. Donc, c'est pour ça que les universités sont organisées en facultés, en départements, etc. Et ensuite, si on prend des parcours particuliers, il y a des responsables de parcours qui vont être certainement plus proches des étudiants et qui pourront éventuellement parler à l'équipe pédagogique de différentes problématiques qu'il peut y avoir. Mais je dirais qu'il y a peut-être, du point de vue de l'enseignant, une difficulté. C'est-à-dire, en fait, nous, ce qu'on sait en tant qu'enseignant sur un étudiant, c'est par exemple qu'il a un aménagement spécifique pour l'examen. Donc, l'aménagement spécifique pour l'examen, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est écrit, par exemple, sur une feuille, cet étudiant a droit à un tiers-temps supplémentaire, ou cet étudiant doit composer dans une salle différente. Mais en tant qu'enseignant, on n'a aucune idée, en fait, de quelle est la problématique sur l'arrière. C'est-à-dire, on n'a aucun moyen, quand on commence, en fait, un cours devant un amphithéâtre, ou dans une salle avec des étudiants, de savoir s'il y a quelque chose à adapter au départ. Donc, on fait un cours comme on le ferait habituellement pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment sur un aspect pratique qu'on va se rendre compte de certaines choses. On peut se rendre compte de personnes qui peuvent avoir des problèmes de concentration, d'hyperactivité, par exemple, des personnes de personnes qui n'interagiront jamais, en fait, c'est-à-dire qui resteront isolées dans un coin, ou de personnes à l'inverse qui interrompront le cours souvent pour poser beaucoup de questions qui peuvent même sembler être déplacées. Mais il n'y a pas, dans le fond, quelque chose qu'on nous a expliqué sur comment on va réagir. Donc, malheureusement, à ce moment-là, chaque enseignant va, en fonction de sa personnalité, faire des choix de réaction. Donc, des personnes peuvent être gênées et pas savoir quoi faire, mais faire comme si rien ne se passait. D'autres personnes peuvent peut-être décider de parler avec les étudiants qui présentent un comportement spécial, on va dire, différent des autres. Mais je dirais, dans la majorité des cas, il n'y a pas beaucoup d'aménagement qui est fait de la part des enseignants.
Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est important et du coup, je pense que les choses vont commencer, on va dire, à bouger un petit peu parce que dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale maintenant qui porte sur les TND et non plus que sur l'autisme, il y a eu un engagement de la part de la délégation interministérielle de mettre l'accent sur justement de l'école inclusive, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et justement, avec la mise en place, tu l'as évoqué un petit peu, du programme qui s'appelait avant ASPI Friendly, et maintenant qui s'appelle Attitude Friendly, justement un déploiement de personnes ressources au niveau local pour les personnes avec TSA, pour qu'il y ait, on va dire, un interlocuteur pour que, on va dire, les particularités du TSA soient relayées au niveau des enseignements et au niveau des équipes pédagogiques. Et je pense que là, les choses vont faire évoluer parce que, comme tu l'as pu le dire, nous, c'est ça, on s'est retrouvés des fois en difficulté avec certains jeunes qui ont eu un parcours jusqu'à la terminale, un bon parcours avec un étayage important, hein, une aide humaine, des aménagements scolaires, même lors des examens, et que c'est vrai que quand on se retrouve ensuite au sein des universités, là, ça peut être très compliqué parce qu'on se retrouve seul. C'est des jeunes qui ont des difficultés d'interaction sociale, hein, et c'est à eux-mêmes d'aller souvent se présenter dans les missions handicap. Quand ils ont la chance d'être accompagnés par un CESAP comme nous, où il y a des éducateurs formés au TSA qui peuvent prendre le relais, aller discuter avec les missions handicap et vraiment mettre en place un parcours, et les choses se passent, on va dire, euh, correctement. Mais après, les difficultés, voilà, elles se jouent au niveau de cette transition ado-adulte, où on se retrouve dans un monde d'adultes, dans des universités immenses, où on perd tous ses repères, où on perd tous les aménagements qu'on avait auparavant. Et c'est vrai, comme tu dis, si la personne, elle est pas dans la démarche d'aller parler, elle, de ce qu'elle vit, c'est dur à trouver des bonnes personnes pour les accompagner. Mais c'est vrai que là, on parle du côté université. Je vais juste faire un petit détour aussi au niveau de l'enseignement supérieur. On a des jeunes aussi qui justement, pour pas être en difficulté, choisissent un parcours différent. C'est-à-dire s'inscrivent dans des formations comme des BTS, parce qu'en fait, on reste dans le cycle du lycée. En fait, c'est les lycées qui proposent donc ces enseignements. Donc, il y a encore tous les aménagements et on va dire les accompagnements à côté par un enseignant référent handicap pour mettre en place les aménagements. Et c'est encore plus facile pour eux parce que du coup, ils connaissent déjà et ça reste adapté pour eux. Par contre, là où c'est encore un petit peu plus difficile au niveau de l'enseignement supérieur, c'est au niveau des prépas. On va dire, on en avait discuté un petit peu, hein, où vraiment on est quand même dans l'élitisme, mais c'est vrai que les équipes pédagogiques, des fois, ont du mal à comprendre pourquoi on demande des aménagements. C'est souvent lié comme on en parlait, au handicap invisible. Hein. Le handicap invisible, du coup, qui met des freins à cette inclusion. Oui. Oui, la question de l'invisibilité du handicap, ou de l'invisibilité en particulier de l'autisme, donc pour les personnes qui ont un très fort camouflage, c'est vrai qu'il y a une question qui peut venir à l'esprit en fait de tout enseignant qui se retrouve face à ce genre de personne, c'est quelle est la différence entre la personne que j'ai en face de moi et une personne plus typique. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui est très compliqué. En fait, à titre personnel, moi, j'ai un TSA, mais on va dire que je m'en suis pas aperçu pendant 45 ans. Ça montre que même pour soi-même, le camouflage peut être fort. Alors, quand on se rend compte qu'on a une personne qui est atypique en face de soi, on peut faire un effort d'adaptation. Mais quand on s'en rend pas compte, on va jamais faire cet effort, justement. Et c'est là où les choses deviennent compliquées. Donc après, il y a quand même quelque chose qui a changé, on va dire, au cours de la dernière décennie, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de cours qui ont des supports informatiques écrits qui peuvent permettre en fait aux personnes de revoir le cours après coup, etc. Ce qui n'existait pas nécessairement avant. Donc c'est un progrès qui est valable pour les personnes atypiques et pour les personnes typiques. C'est bien de pouvoir avoir accès à ces cours après coup. Mais c'est pas le cas, bien entendu, de tous les cours. Et c'est aussi sur la base d'un volontariat de la part des enseignants, en fait.
Et bon, à titre personnel, moi, je suis un chercheur en physique théorique, donc j'enseigne beaucoup on va dire, de cours très mathématiques. Je n'ai pas de support de cours très clair à donner à mes étudiants, si ce n'est des notes de cours, parce que je vais beaucoup écrire sur un tableau, parce qu'il s'agit beaucoup d'équations, et d'un certain côté, l'apprentissage des mathématiques de ce type se fait par l'écriture pour la majorité des élèves. Donc je sais que si un jour je veux écrire mon cours et le fournir à mes élèves, il y a une double question. C'est-à-dire, d'un côté, c'est positif, même si ça me demandera du travail à titre personnel. C'est positif parce qu'ils auront accès au cours après le cours. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'auront pas écoutées pendant le cours. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'auront pas vues. Mais en même temps, il y a cette difficulté de dire, est-ce que en tant qu'enseignant, je peux laisser reposer mon cours là-dessus? C'est-à-dire, il va y avoir dans l'ensemble des étudiants qui vont pas vraiment venir suivre mon cours, qui vont juste se baser sur le cours manuscrit ou écrit que je vais leur donner. Et donc, ils n'auront pas eu l'apprentissage nécessaire par la pratique de l'écriture, en fait, de tout ce qui est très mathématique. Donc, il y a cette double question qui est un peu compliquée, qui peut être un frein, en fait, aussi au passage à l'écriture de cours disponibles après coup. Et donc, moi, certains, on va dire, les étudiants portant qu'un TND, ont fait part du fait qu'il leur est arrivé de s'adresser à un enseignant après coup pour lui demander ses notes de cours, mais lui, ne comprenant pas les raisons, a préféré dire qu'il ne les donnait pas. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat et sur les bases personnelles. Donc, bon, à titre personnel, si quelqu'un vient me dire qu'il a besoin d'une particularité dans mon cours, s'il a un problème de vision et qu'il a besoin d'un cours imprimé en grand, ou si ses troubles de l'attention ne lui permettent pas de suivre un cours, moi, ça me gênera jamais de lui proposer mes notes de cours. Mais il faut avoir une sorte d'empathie et de compréhension sur l'arrière. Bien sûr. Et c'est pas quelque chose qu'on impose en soi pour le moment aux enseignants. Après, c'est vrai qu'au niveau des universités, il y a maintenant des programmes qui commencent à se mettre en place. Hein. Il y a le projet Include, justement, qui est un programme numérique qui va se développer, qui est travaillé actuellement à Lyon 2, Lyon 3, justement pour l'accès à distance des enseignements. Et c'est pas non plus seulement que pour les personnes porteurs de TND ou d'autres handicaps, ça serait pour toute personne lambda, même des personnes qui vivent à la campagne, voilà, mettre en place peut-être des classes virtuelles, justement, et ça permettrait aussi à des personnes porteurs de TND d'être plus, on va dire, plus à même de suivre des enseignements pour éviter d'être dans des grands amphithéâtres, de devoir se déplacer, parce qu'on sait que la question du déplacement peut être très compliqué au niveau de la fatigabilité. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses voilà, qui se mettent en place. Et c'est vrai que quand on avait un peu discuté ensemble, et justement, tu m'avais parlé de ton diagnostic tardif, j'ai essayé d'aller chercher des chiffres justement par rapport à savoir le recensement de personnes au sein des universités. Et c'est vrai qu'en France, actuellement, il n'y a que 500 personnes recensées porteurs de TND. Donc, je pense qu'il y a plus de personnes. On n'a pas eu parler de la question du camouflage, hein, de personnes qui ont évolué sans être diagnostiquées. Et c'est vrai que voilà, les chiffres ne sont pas encore très précis dans l'enseignement supérieur pour vraiment voir la part de personnes qui ont un TSA ou un autre TND au sein des universités. Oui, à ce titre-là, une impression personnelle, c'est que ce soit à l'université Lyon 1 ou j'enseigne aussi à l'école normale supérieure, j'ai l'impression que des personnes atypiques, ça représenterait peut-être 10 à 15% de mes étudiants en dernière année.
Mais encore une fois, c'est une impression. Il n'y a pas eu d'études systématiques, c'est sûr, sur ce type de sujet, et ça manque d'un certain côté. Ce serait intéressant de savoir quels sont les taux réels. Alors, il y a, bien entendu, quand on parle de personnes qui sont arrivées, par exemple, en master, on a effectué une grosse sélection. Bien sûr. Donc, les chiffres sont perturbés et ne parlent pas de ce qui se passe justement à l'entrée de l'université, où le choc culturel entre le lycée et l'université, c'est sûr, peut vraiment gêner beaucoup de monde, qui sont atypiques ou non, d'ailleurs, dans le sens pas. Après, peut-être que quand on arrive au niveau master, on a un deuxième phénomène qui peut être ajouté à ça, c'est que les personnes qui sont très intéressées par des sujets très pointus, en fait, les autistes sont connus pour avoir ce genre de, on va dire, d'intérêt restreint. Donc, il y a peut-être une sélection qui se fait aussi par les intérêts restreints, c'est-à-dire les personnes avec un TSA qui ont la chance de pouvoir suivre une formation dans leur sujet de passion, vont avoir de plus grandes chances de réussir à gravir en fait les diplômes dans les universités. Donc, je pense qu'à la fin, en fin d'études universitaires, on se retrouve avec une proportion de personnes avec TSA qui est supérieure à la moyenne, parce qu'ils ont suivi leur intérêt restreint, justement. Bien sûr. Et ce que tu dis, c'est important parce que voilà, nous, les jeunes qu'on accompagne, certains jeunes qui ont voulu poursuivre leurs études au niveau de l'enseignement supérieur ont souvent choisi des filières en lien avec leur intérêt restreint. Et on avait par exemple le cas d'un jeune qui adorait la géopolitique. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé en première année de licence, pour lui, il avait déjà toutes les connaissances. Et il nous avait interpellés en nous disant, mais pourquoi je ne pourrais pas aller directement, justement, en master, afin de suivre voilà, des cours plus adaptés à mon niveau. Mais on sait que voilà, malheureusement, c'est pas possible. Et du coup, il a fait le choix d'arrêter les études et il s'est lancé lui pour découvrir la géopolitique et il a voyagé. C'était le moyen pour lui de poursuivre son perfectionnement au niveau de la géopolitique. Oui, mais je dois bien avouer que la toute première année d'université est pour tous les étudiants une année difficile parce qu'elle est un changement de vie, une sorte de passage à l'âge adulte, changement de méthodologie, etc. Et donc, c'est vrai que d'un certain côté, il y a un gros pourcentage d'échecs dans la population générale. Hein. Je parle pas de l'atypisme. Je voulais revenir un petit peu sur la question de la question de l'accompagnement par les missions handicap et par maintenant Atypie Friendly au sein des universités. Hein. C'est vrai que c'est récent, hein, surtout à Lyon et donc à Lyon 1 depuis peu. Nous, c'est vrai qu'il y a quelques années, heureusement qu'on a pu trouver quand même des personnes ressources au niveau des missions handicap avec qui on a collaboré. Et justement, on a beaucoup travaillé cette question de sensibilisation à l'autisme. C'est une question pour moi qui est importante, que nous, on travaille dès le plus jeune âge dans les CESAD auprès de nos différents partenaires hein, de l'éducation nationale, que ce soit dans les collèges, les lycées, pas pour notre CESAD au niveau des petites classes, parce qu'on n'accueille que des jeunes à partir de 15 ans, mais voilà, cette question de sensibilisation, elle est importante. Et c'est une question aussi qu'on travaille au niveau du monde professionnel. Et je sais que c'est intéressant parce que le programme Atypie Friendly va aussi ouvrir des portes dans le monde professionnel. Et voilà, on l'avait évoqué, c'est que voilà, comment permettre aux personnes qui vont enseigner, accompagner avec des personnes ressources, comment mettre des choses en place pour justement sensibiliser de plus en plus à la question du TND. Oui, effectivement. Alors, je pense que donc maintenant, en ce qui concerne donc les cellules handicap, les services handicap dans les universités, bon, je pense que l'autisme est devenu quelque chose de connu aujourd'hui. Oui. Maintenant, la difficulté, c'est comment on transmet l'idée au corps enseignant, sachant que je dirais qu'il y a une difficulté supplémentaire, en fait. Les questions de RQTH, les questions de handicap au sens large,
sont très personnelles. Elles ne sont donc pas partagées, en fait. Donc, la cellule handicap peut très bien être au courant du handicap qu'une personne peut avoir, tandis que les enseignants ne seront jamais au courant du handicap qu'il y a sur l'arrière. Ça signifie qu'en fait, le seul moyen pour qu'il y ait une connaissance particulière de l'enseignant, ce sera que l'étudiant concerné, qui aurait besoin d'un aménagement particulier, autre que de l'aménagement matériel, les lumières moins fortes, etc., devra faire la démarche de lui-même d'aller contacter l'enseignant, ou chaque enseignant finalement un par un, pour lui expliquer quel est son besoin. Donc, c'est une difficulté supplémentaire, en fait. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si au niveau du temps où on en est un petit peu, Jennifer, on ne se rend pas compte. C'est vrai que nous, on discute. Là, on a encore 5 petites minutes parce qu'on a quand même pas mal de remarques dans le chat, D'accord. notamment au sujet d'Atypie Friendly, d'Include. Il y a quand même pas mal de questions. Donc, je pense D'accord. qu'il faut laisser un petit temps pour discuter avec les personnes connectées, je pense, qui ont des questions D'accord. à vous D'accord. poser, messieurs. Ouais. Donc c'est vrai que par rapport au CESAT, donc comme j'expliquais, on accompagne de plus en plus de jeunes dans l'enseignement supérieur. Euh, comme on a pu voir là, on a parlé donc de Atipi, du projet Include, voilà des choses qui se mettent en place. Mais c'est vrai que voilà sur le terrain, c'est encore voilà nous nos jeunes, ils ont la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'être accompagnés. Mais c'est vrai que sur le terrain, ça reste encore quand même un petit peu compliqué. Mais bon, comme je disais, j'ai bon espoir que les choses bougent. Hein, et en plus, maintenant, avec des choses qui se mettent en place, qui sont relayées aussi sur les réseaux sociaux et aussi par les centres comme iMind. Et là, le fait voilà, de mettre en place des webinaires, ça peut ouvrir des portes et des réflexions. Oui. Oui, je pense qu'il est important que les médias, en fait, relaient pour la population générale, en fait, l'information sur ce que sont les TND, sur ce qu'est l'autisme, le TSA, etc. À titre complètement personnel, cette fois, moi, j'ai été diagnostiqué donc il y a 2 ans. J'ai parlé à certains de mes collègues, en fait, de mon diagnostic. Euh, c'est la réponse que j'ai eue de tous, ça a été ça ne se voit pas, qui est la première réponse. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où même il y a une difficulté de reconnaissance entre collègues du sens même à donner à TSA, au mot TSA, enfin, aux troubles du neurodéveloppement plus largement, on peut se douter qu'il est difficile de transposer ça à ce que peuvent être les étudiants qui sont face à nous et qui sont dans des grands groupes en règle générale. Parce que peut-être l'un des problèmes de l'université pour les étudiants, c'est que quand ils rentrent en première année, on a des amphithéâtres qui peuvent avoir 100 étudiants ou plus. Quand ils arrivent en dernière année, peut-être qu'on peut avoir des petits groupes d'une quinzaine d'étudiants. Mais voilà, il faut qu'ils aient réussi à traverser cette période où ils sont au milieu d'une foule, en fait. Bien sûr. Ce qui est bien sûr compliqué. Donc voilà, Caroline, si tu veux, on peut laisser la place aux échanges, aux questions. Exactement. Alors, il y a plusieurs remarques dans le chat concernant notamment les organisations qui peuvent avoir été mises en place à l'université Lyon 1. Je vois notamment sur le fait qu'on ne laisse pas les étudiants aller d'eux-mêmes évoquer leur diagnostic, mais qu'on les accompagne, contrairement à ce qui a été dit. Alors l'idée, c'est que notre webinaire s'adresse à un public au plan national. Donc c'est vrai que il y a certaines choses qui peuvent être mises en place à l'Université Lyon 1 qui ne sont pas forcément mises en place sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être un petit bémol à mettre là-dessus. C'est Moi, il y vrai avait que une question à vous poser avant de peut-être laisser la parole aux personnes qui ont assisté au webinaire. Qu'en est-il des stages? Parce que c'est vrai que il y a quand même un effort important qui est fait auprès des enseignants, un effort qui est fait auprès des accompagnements vraiment à l'université autour des particularités et notamment dans l'autisme. Peut-être que le TDAH gagnerait à être un petit peu mieux connu à l'université.
mais néanmoins dans l'autisme, il y a quand même des choses qui commencent à bien se systématiser. Qu'en est-il des stages? Et je suis particulièrement sensibilisée à la question des internes en médecine, qui se retrouvent donc dans des services hospitaliers, parfois avec un diagnostic d'autisme et des difficultés d'interaction sociale et de communication. Et j'ai l'impression que sur ce sujet-là, pour l'instant, on est encore un petit peu en deçà de ce qui pourrait être proposé pour sensibiliser les lieux de stage, et dans le cas particulier des internes en médecine, pour sensibiliser les CHU. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Michel et Alexandre? Bon, alors, de mon côté, sur l'aspect pratique, euh, il y a déjà, de manière générale, il y a des efforts qui sont faits depuis quelque temps sur la question du harcèlement au sens large. Donc, c'est-à-dire le harcèlement moral envers les stagiaires, envers des doctorants, etc. C'est déjà une question qui est difficile. Alors, quand on rajoute là-dessus de l'atypisme, de l'autisme une question de handicap, ça devient encore plus compliqué. Donc, je dirais quand même, on est aux prémices en fait de la compréhension de déjà ce qui est des situations de harcèlement moral, surtout au niveau de ce qui est attendu au niveau de travail pour les stagiaires, et la question du handicap est encore très peu abordée. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça se fait vraiment au cas par cas, en fait. Alors, il y a on va dire, des bourses de thèse, en fait, spécialement faites pour les personnes porteuses d'un handicap. Il y a même des emplois universitaires ou CNRS, par exemple, qui sont spécifiquement faits pour eux. Mais un directeur de stage, un superviseur qui va prendre une personne qui a un quelconque handicap, à la base n'est pas nécessairement au courant de son handicap. Voilà. Et donc, peut-être que le stage, après coup, peut ne pas très bien se passer. Et effectivement, ce style de situation existe, malheureusement. Nous, de notre côté, au CESAD, justement, après, voilà, nos jeunes ont la chance d'être accompagnés par un CESAD. Hein. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Il y a des jeunes qui n'ont pas de structure, même voire une structure adulte comme un SAMSA qui peut les accompagner dans les études supérieures. Nous, on a cette chance donc d'avoir eu cet agrément supplémentaire et donc de continuer le projet dans les études supérieures pour les jeunes qui le souhaitent au CESAD. Et c'est vrai que dans le cadre de la mise en place de stages, justement, avec le jeune, on évoque beaucoup le fait de parler ou non de son TSA. On s'est rendu compte que les jeunes, quand ils en parlaient pas, justement, les stages ne se déroulaient pas bien. Nous, donc, on propose aux jeunes d'en parler ou pas. C'est à lui, on reste dans un concept d'autodétermination où la personne est actrice de ses projets. Mais c'est vrai que quand on va dans les entreprises sensibiliser à la question du TSA, mettre en place un parcours adapté pendant le stage se déroule bien. On met souvent en place des tutorats, justement avec une personne tutrice, une personne ressource, une seule personne, parce qu'on sait bien que souvent la personne elle a besoin d'avoir identifié une personne et pas différentes personnes, parce que ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que voilà, dans la mise en place des stages, voilà, oui, on retrouve encore ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que il y ait une méconnaissance de l'autisme, certains préjugés aussi, hein, parce que voilà, on sait que les préjugés sur l'autisme sont importants et voilà, ça apporte une certaine méconnaissance. Je pense qu'un stage, une thèse, peu importe en fait, ce type de choses, quand on donc va au-delà finalement de l'enseignement supérieur, il est vraiment important en fait que la personne qui va faire le stage puisse rencontrer les personnes avec qui il va faire le stage, pour qu'il y ait une sorte de compréhension mutuelle, parce que de ma propre vision en fait du monde, tout le monde ne veut pas aller avec tout le monde. Et donc, à partir du moment où on ajoute des spécificités psychiques, ça peut être encore pire en fait. Donc, je pense qu'il est important qu'il y ait une discussion qui soit faite entre
une équipe encadrante de stage et l'étudiant qui fera un stage. Alors, j'ai une dernière question, puis ensuite on demandera si certaines personnes veulent intervenir aussi. Moi, j'ai l'impression que lorsque l'on reçoit des personnes autistes, étudiants ou stagiaires, etc., il y a quand même une grande réticence à donner son diagnostic par peur de la stigmatisation, du rejet, de la perte de chance. Je crois que c'est une vraie crainte pour les étudiants, pour les stagiaires de parler de leur autisme ou de leurs troubles du neurodéveloppement autres, en ayant la sensation que ça va être très mal perçu par leur encadrement et qu'ils risquent de passer à côté d'opportunités de stage ou de valorisation professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu sur votre expérience par rapport justement à la communication du diagnostic? Quels sont un petit peu les différents cas de figure? Comment est-ce que ça peut s'accompagner? Parce que ça, je crois que c'est un enjeu important pour les personnes concernées. Là, pour le coup, c'est une question que je considère comme très difficile, en fait. Encore une fois, ça va plus dépendre de l'interlocuteur, des interlocuteurs, des équipes, que réellement de la personne qui va se présenter, en fait. Donc, l'université, l'enseignement supérieur, c'est une micro-société en elle-même. Donc, il y a des gens qui sont prêts à accepter les différences plus facilement que les autres. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a des gens avec qui seront pas prêts à accorder la confiance à une personne atypique. Voilà. Et puis, il y a des gens qui seront plus ouverts à le faire. Donc, ça, c'est un point important. Donc, ça paraît vraiment, à mes yeux, important de pouvoir en parler. Le moment qui peut être probablement le plus compliqué, ce serait justement de ne pas parler de son atypisme, de se retrouver avec des personnes qui, entre guillemets, n'apprécient pas les gens atypiques et qui, à partir de ce moment-là, vont créer un climat un peu d'incompréhension. Enfin, cette situation peut créer un climat d'incompréhension et justement amplifier les difficultés et avec des risques de harcèlement moral, d'incompréhension. Pourquoi cette personne n'est pas présente aujourd'hui? Elle me dit qu'elle est fatiguée, ce genre de choses. Après, je dois bien avouer aussi à titre personnel que je me suis posé la question, est-ce que mon propre diagnostic TSA, je dois en parler ou pas? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je dirais que ça change quelque chose, mais moi, j'ai une chance, c'est que je suis un chercheur en physique théorique qui travaille sur des trous noirs, etc. Donc tout le monde s'attend à ce que je sois dans une tour d'ivoire et déjà une personne un peu particulière. Et donc on accepte que je puisse être un peu différent des autres. Voilà. Parce que j'ai un statut particulier, un poste particulier, on accepte mon atypisme. Mais la difficulté, justement, en étant étudiant, c'est qu'on est au milieu de nombreux étudiants. Et donc, c'est là où je trouve que la question est compliquée. Et je peux pas en parler à titre personnel puisque moi, j'étais pas au courant de ce genre de choses. Moi, j'ai eu aucun aménagement durant toutes mes études, etc. Si j'avais été étudiant, est-ce que j'aurais osé le dire ou pas? La question est difficile. J'ai pas de réponse aujourd'hui. D'autant plus que bon, enfin, je suis plus dans le système en tant qu'étudiant depuis assez longtemps, donc ça rend les choses compliquées. Mais je pense qu'en tout cas, avoir déjà connaissance de son propre diagnostic, c'est déjà un pas important. Bien sûr. Parce qu'au moins, on peut commencer à essayer de réfléchir à comment on aménage son temps de travail, ses méthodes de travail, ses interactions sociales par rapport à tout ça. Après, réellement, le choix d'en discuter ou pas avec les personnes, ça appartient à la personne, ça va dépendre de la situation. On peut se permettre, en milieu d'année, d'aller en discuter avec les enseignants. On peut en parler tard, on peut ne pas en parler. C'est vraiment un choix et on a le droit de revenir dessus et de dire non, en fait, j'aurais dû vous le dire plus tôt parce que pour moi, il y a des difficultés. J'ai des TND, voilà, et expliquer en fait quelle est la situation. Ensuite, comme je le disais,
l'enseignant, quand il s'agit pas justement de l'aménagement d'examen, l'enseignant est un peu libre de réagir comme il peut. L'encadrant est libre, en fait, de savoir comment réagir. Et il n'a pas obligatoirement les clés qui lui permettraient de mieux réagir. Mais il peut décider de faire la démarche de se renseigner. Voilà. C'est un choix. Alors nous, c'est ça dont on accompagne justement nos jeunes à en parler justement, parce que pour eux, ça ouvre les portes et ça déconstruit les préjugés. Et justement, on met en place vraiment des programmes de psychoéducation sur l'autisme pour nos jeunes dès qui rentrent au CESAD avec les éducateurs et le neuropsychologue, justement pour que la personne elle soit à même de comprendre son propre fonctionnement. Mais le plus important, c'est de pouvoir en parler. Voilà, c'est-à-dire que quand la personne elle commence à identifier ses particularités, elle est plus à même d'en parler parce que déjà il y a des difficultés d'interaction sociale. Mais c'est vrai que nous on pousse, voilà, on accompagne, on n'oblige pas. Voilà, on n'est pas, c'est eux qui sont dans un libre choix d'en parler ou pas. Mais c'est vrai que le fait qu'on les sensibilise à l'âge de 15 ans à commencer à parler de la question de leur autisme, quand ils arrivent dans les études supérieures, des fois c'est plus facile pour certains, mais pas pour tous. Et comme on dit, c'est souvent est-ce qu'on a trouvé la bonne personne ressource en face, capable voilà, d'accueillir hein, de partout. Et c'est vrai que c'est une question aussi, Caroline, qu'on pourrait aussi mettre en parallèle dans le monde professionnel, dans l'emploi. Voilà. Est-ce que on parle beaucoup d'entreprises anti-accueillantes? Voilà, il faut aussi avoir des personnes anti-accueillantes au sein des entreprises. Justement, parce que ça fait partie aussi des questions qui reviennent régulièrement dans le chat autour du harcèlement, est-ce que justement, quand il y a ces actions de sensibilisation à l'université dans les études supérieures, est-ce que ça fait partie des thématiques qui sont abordées avec les équipes enseignantes? Oui, oui, ça fait des thématiques qui sont abordées. La question du harcèlement, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Comme je disais, il y a de véritables campagnes qui sont mises en place avec des affichages pour essayer à la fois que les enseignants, les encadrants comprennent que sans le faire exprès, peut-être par tradition ou etc., ils attendent de leurs étudiants des choses qui révèlent vraiment du harcèlement. Et aussi pour faire comprendre aux étudiants qui peuvent être dans une situation de harcèlement sans réellement s'en rendre compte. C'est vrai que le contour de jusqu'où va le harcèlement, quand est-ce qu'il commence, c'est quelque chose qui est assez flou en fait. Alors, quand on parle aussi de harcèlement, on peut revenir un peu à la forme de harcèlement scolaire, harcèlement par les autres. Euh, le passage à l'université, c'est un moment aussi qui est compliqué parce que on se retrouve avec de grands groupes d'étudiants qui ont 18 ans ou plus, qui sont des adultes. Si là-dedans on présente certains atypismes, comment est-ce qu'on s'insère au milieu de tout ça? Est-ce qu'il y a un risque de harcèlement, etc. Donc je pense aussi que la sensibilisation des étudiants eux-mêmes, je parle pas des étudiants atypiques uniquement, mais de tous les étudiants, est importante en fait. Et c'est aussi, ça fait partie en fait de l'éducation de la population générale en réalité. Ça fait partie du fait qu'il est important que notre société prenne conscience de ce qu'est l'atypisme, de ce que sont les TND, et tout ça pour éviter les jugements qui viennent de générations précédentes, qui viennent d'idées préconçues qu'on peut avoir par exemple sur l'autisme, ou de choses qu'on dit dans un couloir. C'est très important en fait de faire de l'éducation générale sur le sujet. Oui, c'est cette question de harcèlement. En plus, nous, c'est ça dont on la travaille souvent. Hein. On a des missions actuellement de plus en plus de sensibilisation à l'éducation nationale, et c'est des questions aussi qu'on fait porter par nos jeunes. C'est nos jeunes qui viennent témoigner justement de cette question de harcèlement, et c'est vrai que c'est plus facile pour nous de porter ce message quand c'est nos jeunes qui en parlent, et aussi on a une père aidante qui en parle beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, dernièrement, on a pu aussi aller accompagner nos jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur, à les sensibiliser à leur promotion. Voilà, parler de cette personne qui est, comme toute autre personne, aspire à des études,
qui a peut-être des particularités, mais qui a aussi beaucoup de compétences, et montrer que, voilà, que la personne, quand on apprend à la connaître, il n'y a aucune difficulté à être en lien avec elle, et on a vu que des jeunes ont pu suivre des parcours au sein de l'université qui se sont bien passés, mais justement en déconstruisant les préjugés et en sensibilisant les camarades de promotion, les équipes pédagogiques. Voilà, c'est vrai que c'est un point essentiel, c'est travailler sur déconstruire les préjugés et parler des particularités du TND. On a une question sur la place de la pérédance dans le milieu universitaire concernant l'autisme. Est-ce que Anne, par exemple, intervient Alors Anne, oui, alors nous, peut-être nous expliquer. Alors c'est vrai que nous, au sein du CESAD, donc on est une équipe pluriprofessionnelle et on a la chance d'avoir une père aidante porteur d'un trouble du spectre de l'autisme qui nous accompagne. Et c'est vrai que nous, pour nos jeunes accompagnés, elle vient témoigner de son parcours à elle, ce qu'elle a pu vivre, ce qui a pu être compliqué, et du coup ça ouvre des portes pour nos jeunes, parce que c'est vrai que nous, des fois, on arrive avec nos casquettes comme on le dit, de sachant, hein, et c'est vrai que quand on a une personne concernée qui vient aussi témoigner, ça ouvre les débats, ça facilite. Alors c'est le cas pour nous, c'est ça, mais après je sais pas si au niveau des universités, il y a des personnes concernées qui viennent témoigner ou pas. Mais nous, on va porter ces témoignages de pères aidants pour les jeunes qu'on accompagne. Oui, alors à l'université Lyon 1, il y a des services, il y a un service de communication qui travaille beaucoup sur justement l'intégration en fait des personnes au sein de l'université, des étudiants au sein de l'université. Donc qui permet justement de découvrir ce qu'est l'autisme à travers des mailing lists, des webcasts, différentes choses. Donc il y a des actions qui existent, qui sont faites sur le sujet. Ça commence à se faire. C'est toujours basé sur le principe du volontariat, c'est-à-dire un étudiant qui n'a pas envie de se renseigner sur le sujet n'en entendra jamais parler. Mais je pense que la question du harcèlement, c'est le même genre de question au sens large, c'est-à-dire on a besoin de faire des progrès sur la compréhension, expliquer aux gens ce qu'est le harcèlement, quand ça commence, quand ça se termine. Il y a beaucoup de travail qui est fait, évidemment, sur la question du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, on est le 8 mars, journée pour le droit des femmes. C'est vrai que déjà, du point de vue simplement de la parité homme-femme, on n'a pas encore réussi à résoudre les problèmes. Alors, on a encore des progrès à faire avant de réussir l'inclusion de tout le monde dans la société. On en est très loin, ça va de soi. Mais il est clair que si il y avait des pères aidants peut-être en plus grand nombre, ça permettrait au personnel ou peut-être même aux étudiants de mieux comprendre les problématiques qu'il y a sur l'arrière. Parce que nous, en tant que personnel, il y a quand même une chose qui se passe. On peut faire passer des examens écrits, etc. Mais il y a quand même toujours un moment où on doit se retrouver à l'oral. Faire un oral pour une personne avec autisme, c'est pas obligatoirement évident. C'est déjà pas évident pour une personne qui n'a pas d'autisme. C'est compliqué. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose que aussi on devrait pouvoir accepter. On devrait pouvoir accepter que la personne ait des difficultés en fait pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'il veut dire, etc. Et pas juger son travail qu'avec l'expression orale. Et ça rejoint peut-être ensuite la question de comment on recrute quelqu'un, que ce soit en entreprise, à l'université, etc. Un recrutement, c'est souvent un entretien d'embauche, c'est souvent une présentation. Donc, on attend en fait à ce que la personne soit capable de bien se présenter. Et si elle n'est pas capable de bien se présenter, la chance qu'elle soit recrutée baisse beaucoup. Mais à partir du moment où on fait de la pédagogie sur l'autisme, les difficultés d'interaction sociale, on peut se rendre compte que les compétences de la personne sont bien plus importantes que son aisance à s'exprimer avec les autres ou à prendre un café à la machine à café, par exemple, en caricaturant un petit peu. Mais on se rend compte finalement que
les autistes qui sont intégrés dans certaines missions qui sont adaptées à leur manière d'être. Je pense à beaucoup de travail, par exemple, dans l'informatique, peut-être les mathématiques, voilà. Moi, je pense à ça, mais il y a certainement beaucoup d'autres choses parce que c'est plus proche de mon domaine. En tout cas, les personnes avec autisme qui s'intègrent dans un milieu professionnel, euh, si le milieu leur est adapté, ils peuvent faire de belles carrières et en tout cas de belles réalisations. Bien sûr. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se disent dans le chat. Donc, pour les personnes qui revisualiseront le webinaire, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi un retour sur le chat, notamment beaucoup d'informations qui sont données autour des dispositifs qui existent pour les étudiants avec autisme. Et notamment, on a une association, je trouve ça très intéressant, qui est à Toulouse, qui s'appelle la Bulle Autisme et qui existe dans plusieurs établissements donc du réseau Atypi Friendly et qui propose des rencontres entre étudiants concernés par l'autisme avec notamment l'organisation de e-cafés en ligne pour pouvoir interagir ensemble. Donc, je pense qu'il y a comme ça beaucoup d'initiatives. Je pense qu'on reprendra quelques éléments qui ont été notés dans le chat pour pouvoir vous en faire part en ligne. On arrive au terme de notre webinaire. Merci infiniment, Alexandre. C'était extrêmement clair, vivant. Merci de nous avoir fait partager ton expérience. C'est vraiment très précieux pour nous. Et puis un immense merci à Michel qui accompagne avec beaucoup de professionnalisme et de générosité les personnes autistes depuis des années et des années. Voilà, donc le webinaire d'iMind est donc terminé. Vous pourrez le retrouver en ligne très prochainement sur notre chaîne YouTube et nous vous ferons parvenir les informations qui ont été présentées dans le chat. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 26 avril. C'est un vendredi, toujours de 12h30 à 13h30 et qui sera dédié au comportement des filles. Voilà, bon après-midi et bon week-end à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.